Donc là, on est en duplex partout, quoi. Partout dans le monde, c'est ça? Et en plus, toi, t'es à Bangkok en ce moment-là. T'as beau temps, tout va bien. Tu manges des choses intéressantes? Bah, je mange des choses intéressantes. Je ne sais pas parce que je ne sais pas trop ce que je mange, mais c'est intéressant. C'est bon. That's racist. Pour ma part, je suis Louis Deslus, je suis Head of Growth chez Neostaff, donc un logiciel qui permet d'automatiser sa prospection sur LinkedIn et ça chasse bien sûr de talent. Et aujourd'hui, voilà, moi je suis digital nomade, j'ai été recruté sans CV et j'ai recruté sans CV. C'est pour ça que voilà, je vais vous partager mon témoignage et j'ai proposé à Aurélien de co-animer ce webinaire avec moi parce que c'est une personne très pertinente sur le sujet et il va vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Aurélien Guillon, je suis le cofondateur de Trimoji, donc c'est un assistant logiciel pour identifier les soft skills pour les recruteurs, les managers et les RH. Quand on a préparé le truc avec Louis, on s'était dit bon, on va essayer de faire quelque chose de le plus actionnable possible. Donc on va parler un petit peu de l'état du marché des candidats, faut quand même un petit peu réintroduire, et on va passer très rapidement là-dessus parce que tout le monde sait que c'est très pénurique en ce moment. On va voir qui on peut recruter sans CV, comment, les limites, et puis quel futur avec ça. Je vais raconter l'histoire de Billy Beane. Billy Beane, c'est l'ancien sélectionneur des Athletic Oakland. C'était une équipe de baseball aux États-Unis dans les années 2000. Et il y a eu un film d'ailleurs qui est sorti là-dessus. C'était Moneyball avec Brad Pitt ou Le Stratège. L'idée, c'est que c'est l'homme qui a pas inventé les statistiques dans le sport, mais qui en a fait quelque chose d'incroyable. Globalement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que dans les années 2000, il avait une équipe qui était de dernière division, en tout cas très bas dans le classement. Et en moins d'un an, en changeant son système de sélection des candidats, des joueurs, et bah du coup, il a gagné 24 matchs d'affilée et il a égalé le record des Yankees détenus précédemment. Globalement, comment il a fait ça? Il a juste analysé les joueurs sur le terrain et puis s'est dit, bah avec le budget que j'ai, je peux pas recruter tout le monde, quoi. Soit je recrute une star et puis des bofs à côté, et voilà. Et en fait, il a réussi un exploit, c'est qu'il a gagné tous ses matchs d'affilée, même contre les équipes, les Yankees, les Giants, les Red Sox, etc. Il a gagné ça avec une équipe qui était composée de gens qui étaient des joueurs à la retraite, des joueurs déclassés, des joueurs dont personne ne voulait. Donc, globalement, qu'est-ce que ça a montré à ce moment-là? C'est que on a tous un potentiel. On a tous des points forts et des points d'effort. On peut s'équilibrer en équipe. Deuxième histoire, c'est Rafael Nadal. Nadal, lui, très rapidement, il a gagné 13 fois Roland-Garros. Et en fait, quand il était petit, il avait un super point fort, c'était son coup droit. Il frappait des patates à plus de 150 km/h. Et globalement, qu'est-ce que son coach lui a dit dès le départ? Il lui a dit, écoute, Raphaël, tu vas bosser uniquement ton point fort dans un premier temps pour arriver dans le top 100. Et une fois que tu seras dans le top 100, et ben là, tu vas commencer à bosser ton revers. Donc c'est ce qu'il a fait. En gros, il a bossé son coup droit et il a bossé que ses déplacements pour prendre toutes les balles qui venaient sur son coup droit, sur son point fort. Là, il est arrivé dans le top 100. Et une fois qu'il arrive dans le top 100, là, il a commencé à bosser sur son revers. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? C'est que globalement, travailler sur ses points forts dans un premier temps, bah, c'est plus facile parce que c'est plus facile de se réveiller le matin à se dire, bah, je vais être meilleur dans quelque chose dans lequel je suis déjà bon à la base plutôt que de travailler sur ses points faibles. N'est-ce pas? Ouais, c'est pas faux. Donc maintenant, j'ai une petite question pour vous tous. Est-ce que on peut prédire le succès pour un recrutement à votre avis? Alors ça, c'est une question un petit peu rhétorique parce que d'habitude, je la pose avec des gens qui sont en face de moi. Et globalement, vous pouvez répondre dans les commentaires, mais est-ce que pour vous, le diplôme a une incidence sur la réussite dans un job? Est-ce que le QI a une incidence sur la réussite dans un job? Est-ce que les expériences professionnelles passées, même si on était parti dans un sens et qu'on n'a pas le droit de repartir dans un autre, est-ce que ça peut prédire aussi la sous-performance dans un job, le fait de pas avoir le diplôme en adéquation ou l'expérience en adéquation? Et ben en fait, la réponse, pour moi, c'est non. Clairement, non. Voilà, ça c'est un petit graphique qui vous montre la technicité du métier en vertical et pénurie en horizontal. Aujourd'hui, ils se disent, putain, le marché est pénurique. On a plein de jobs qui sont non pourvus et du coup comment on fait quoi. Et de l'autre côté aussi, il y a un désengagement massif aussi des collaborateurs. Donc les RH maintenant, ils ont des stratégies de fidélisation des collaborateurs d'un côté. Comment on fait pour remplir un panier percé? C'est ça en gros l'image d'aujourd'hui, c'est comment je fais pour remplir un panier percé, sachant qu'il y a des gens qui veulent changer de job et donc du coup on n'a pas la capacité de les réorienter en interne. Ou pas, ou peu, et de l'autre côté, j'arrive pas à trouver des candidats si je suis recruteur. Et ben en fait, les candidats pour moi c'est pas le problème. C'est pas que le marché il est pénurique, c'est notre vision de ce qu'est un talent qui est limité. Et ça c'est très très important. C'est qu'en gros, quand je vous ai raconté les petites histoires tout à l'heure, on a bien vu que des joueurs comme ce que Billy Beane a recruté pour son équipe, c'est des joueurs dont personne ne voulait. Mais en fait, les uns à côté des autres, ils ont pu se compenser et ils ont pu atteindre l'excellence, et la vraie excellence. Même pris isolément, même si c'est pas des tueurs, ensemble ça peut atteindre la victoire. Et globalement, même isolément, il y a des gens qui ont un potentiel
pour atteindre l'excellence, tout simplement. Voilà. Donc ça, l'idée, c'est de vraiment l'identifier. Et aujourd'hui, si on parle pas du CV, si on parle pas des expériences professionnelles, etc., il y a plein de choses qui sont à côté. Donc moi, mon prisme et la paroisse pour laquelle je prêche, c'est les soft skills, le potentiel en fonction de la personnalité, et avoir des données objectives sur les soft skills. Que je pense que tout le monde, tous les recruteurs peuvent changer le jeu avec une solution. Alors, il en existe plein, des évaluations de soft skills, etc., etc. Moi, j'ai créé une avec une équipe de recherche. Et globalement, on a mis 150 ans de recherche en psychologie dans une plateforme. Et on a essayé de faire de la data la maximum objectivable et comparable sur des profils. Et donc, si on peut faire le rapport entre le recruter sans CV et un test de personnalité, c'est que un test de personnalité peut remplacer un CV, du moins peut le compléter et voilà, je préfère compléter. Ça pourra jamais remplacer tes expériences. Le CV, c'est quand même un outil formidable, mais globalement, là aujourd'hui, on a fait un titre un peu accrocheur. On peut pas se sortir de ces expériences passées parce qu'elles nous définissent, et en tout cas, on a appris des choses. Donc, en fait, l'analyse de personnalité, faut pas voir ça comme un outil d'aide à la décision, mais plutôt un outil d'aide à la discussion. C'est un support de discussion qui va enrichir l'entretien avec quelqu'un, qui permettra d'avoir une data objective, structurée sur une personne à une étape du recrutement. Alors, si on est sur des postes volumiques, ça peut être potentiellement un outil pour sélectionner en amont, enfin filtrer un grand nombre de CV, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de postuler sur un job board en 3 clics, et du coup, il y a des recruteurs, moi, ils me parlent, ils me disent, peut-être mon problème, moi, c'est que j'ai 200 candidatures, et quand j'ai fini de faire mon tri, il m'en reste 30 intéressants. Et de l'autre côté, il y en a qui disent, en fait, je trouve pas les candidats, et je sais pas où ils sont, du coup, je sais pas comment faire. Il y a ce rapport de, est-ce que c'est un métier hautement technique, est-ce que c'est un métier très pénurique ou pas, et du coup dans quel secteur. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un peu ces chakras, de se dire est-ce que je pourrais pas identifier des nouveaux viviers de talent quelque part, et ce vivier de talent, est-ce qu'il peut être en interne pour des grosses boîtes parce qu'ils ont la capacité de former et de recruter en interne, d'accompagner la mobilité interne de ces employés, ou est-ce que je source à l'externe, mais là du coup je vais essayer d'aller taper sur des viviers de talent qui en fait étaient pas, on va dire, évidents jusqu'à maintenant. Tu vois. Et d'ailleurs, il y a des boîtes des écoles qui le font. Regarde Rocket School, regarde le Bahut. C'est des boîtes qui forment des sales juste en fonction de leur potentiel, une analyse de personnalité. C'est un tri comme un autre. Et globalement, après, ils leur apprennent un métier. Les boîtes peuvent faire ça. Il y a de plus en plus de CFA qui se montent dans les entreprises en disant, voilà, je recrute en fonction du potentiel et en fonction, entre guillemets, de la motivation et puis de l'envie de faire cette activité. Et ensuite, je forme et je fais des parcours d'intégration ou des sortes de classroom ou de promo. Je sais pas, t'as Alan qui fait ça, t'as Doctolib. Alors ça, c'est les modèles de start-up. T'as aussi des boîtes, des grandes boîtes, genre Bouygues, Buffalo, etc. T'as des grands groupes qui font ce genre de choses aussi, quoi. Donc c'est que ça marche quelque part, tu vois, et qu'ils le font pas depuis très très longtemps, en plus. Donc moi, je le vois totalement. Je le vois au quotidien, c'est-à-dire que moi j'ai été recruté sans CV, parce que la personne me connaissait et du coup savait mon potentiel. Et même moi, quand je recrute pour mon équipe, je cherche avant tout des appétences plutôt que des compétences. Ouais. Et dans mon ancien recrutement, quand je suis passé dans le recrutement, quand j'étais recruteur, j'ai jamais été recruteur, j'ai jamais travaillé dans les ressources humaines. On m'a recruté pour mon appétence à communiquer un message et travailler en équipe. Donc absolument pas sur un CV et sur des expériences passées ou des diplômes. Ça prouve l'efficacité de ce type de recrutement. Et du coup, voilà. Pourquoi utiliser un test de personnalité et comment l'utiliser? Je pense que c'est plus le comment qui est plus intéressant que le pourquoi, parce que le pourquoi, là, aujourd'hui, on l'a compris. Mais le comment, je pense que pour bien l'utiliser, pour éviter les biais, on sait que le CV peut avoir des biais, comme le disait Nora dans les commentaires. Elle dit que voilà, il n'y a pas de pénurie parce qu'il y a des biais qui sont les diplômes, qui peuvent être discriminants ou l'âge, mais également dans un test de personnalité, il peut y avoir des biais si on l'utilise mal. C'est un formidable outil, mais il faut être formé, entre guillemets, dessus. Il faut quand même pas faire n'importe quoi. Il faut pas que ça soit discriminant. C'est quelque chose qui rapporte des datas supplémentaires sur un profil pour comprendre un peu mieux la personne qu'on a en face de soi. Et globalement, aujourd'hui, il y a aussi pas mal de recrutements qui se font à distance. Et cerner ce qui se passe en dehors de cette case, le non-verbal, le chit-chat d'avant entretien, est-ce que tu veux un café, machin, etc., voir comment la personne réagit, etc. Alors que là, c'est t'as un point A et un point B, et du coup, il n'y a pas les petits interstices comme dans les entretiens physiques normaux. Donc ça peut te donner des billes supplémentaires pour comprendre un petit peu la personne, son fonctionnement. On a fait une étude, et là je sors un petit peu, mais il y a 3 choses qui sont hyper importantes à essayer de sonder chez une personne pour voir si
je vais pouvoir l'onboarder dans ma boîte si elle respecte entre guillemets ma culture, mes valeurs, etc. Et savoir comment je vais l'encadrer, comment je vais l'onboarder. En fait, ces 3 éléments-là, c'est très très macro. On a demandé à plus de 2000 recruteurs RH, etc. C'est que globalement, le premier pilier, je veux savoir si il sera rapidement adapté à son poste ou est-ce qu'il a besoin que je l'accompagne, il ou elle. Donc en gros, il y a une dichotomie entre est-ce que la personne est plutôt autonome rapidement ou est-ce qu'elle a besoin de process et de plutôt d'être encadrée au départ dans son poste et ensuite ça roule. Tu avais une deuxième notion, le deuxième pilier, c'est plutôt est-ce que c'est plutôt un team player ou plutôt un team leader? Est-ce que je vais plutôt avoir affaire à un contributeur qui va plutôt agir, contributeur ou contributrice, pardon, qui va plutôt agir pour le groupe et s'en tirer la couverture à lui, ou est-ce que je vais plutôt avoir quelqu'un qui va être hyper compétiteur dans le challenge, dans l'atteinte des objectifs et très centré sur le résultat. Et dans le troisième pilier, c'est savoir est-ce que c'est une personne qui sait gérer les trucs à la dernière minute? En gros, pour savoir ça. Est-ce que j'ai besoin de planifier son travail en avance ou est-ce que je peux lui donner les trucs à la dernière minute? Et globalement, t'as des gens qui réagissent au stress de manière différente. Ceux qui réagissent pas très bien au stress, et du coup, ils ont tendance à planifier, à faire des checklists, etc. Et le savoir en amont, du coup, c'est hyper aidant pour la suite. Donc globalement, c'est un peu ces 3 éléments-là qu'il faudrait sonder. Je l'ai remis, une analyse est un support de discussion. Donc faire des décisions plus rapides, gagner du temps, économiser de l'argent. Voilà, en gros là j'ai remis un petit graphique sur quand on a beaucoup d'argent et beaucoup de temps, on recrute et on forme. Quand on n'a pas beaucoup d'argent et beaucoup de temps, on forme. Et quand on a beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps, on recrute à fond, etc. Et du coup, moi, je vais vous partager mon expérience sur le recrutement sans CV via LinkedIn. En effet, si on veut recruter sur LinkedIn, le mieux, c'est de savoir bien analyser un profil LinkedIn. Et moi, je trouve que recruter sur LinkedIn, c'est plus simple qu'avec un CV si les profils sont remplis. Parce que quand on est recruteur, surtout quand on a du volume, les CV sont construits différemment. Donc, en fait, l'œil, il va chercher des informations qui ne vont pas se trouver au même endroit. Alors que évangéliser sur les candidats, sur l'utilité d'un LinkedIn, c'est pratique parce que, par exemple, une section recommandations. On a toutes les recommandations qu'ont donné des personnes à un profil. Et là, ça va être intéressant pour ne pas les spammer pour en avoir, par exemple. Et c'est des recommandations qui sont vérifiées. Et après, il y a plein d'autres choses. Je ne vais pas vous apprendre comment utiliser un LinkedIn. Mais si vous voulez un LinkedIn qui est 100% complet avec toutes les options que propose LinkedIn, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le mien. Mais en revanche, il y a quand même des limites à recruter uniquement sur LinkedIn. C'est que ça peut prendre du temps. Il y a des limites si on n'est pas un LinkedIn recruteur. Tous les profils n'y sont pas. Si on va recruter du BTP ou d'autres fonctions ou des gens dans la médecine par exemple, ils vont être difficilement trouvables sur LinkedIn. Et après, oui, ça prend du temps. Donc, ce qui peut être possible, ça va être d'automatisage en masse sur LinkedIn tout en les personnalisant, en créant des silos. Et j'ai fait une masterclass et je vous mets le lien. Vous regardez après directement sur YouTube comment en fait on fait de la personnalisation tout en recrutant sur LinkedIn. Donc, se passer du CV pour recruter sur des profils qui sont présents, c'est-à-dire des sales, des RH, des gens dans l'administration, dans le marketing, dans le growth. Il y a beaucoup de profils dans l'IT également qui sont possibles de trouver sur LinkedIn. Donc, je vous mettrai le lien de cette masterclass juste après. Et maintenant, on va passer à l'analyse du test que vous avez passé pour qu'on voit comment interpréter et comment utiliser ces profils. Et là, je laisse la main à Aurélien pour nous présenter ça. Je sais pas, on va peut-être partir sur Alain. Alain Mourlon, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on regarde votre profil et qu'on voit le potentiel pour quel job? Tu me dis, hein, Louis, parce que je vois toujours pas les messages du coup, et on t'entend pas. Itinéraire, je te capte plus là. Il n'y a aucun souci pour Alain. Il est d'accord? Ok, super. Bon, Alain, du coup, on regarde rapidement le pratico-pratique. Et Alain, t'as un potentiel hyper important pour être ingénieur, en tout cas, dans les meilleurs ingénieurs lead dev chez Bird, chargé de communication, cofondateur, CEO, talent acquisition, ingénieur commercial, office manager, tu vois, ingénieur R&D. En fonction de ton profil, il y a des potentiels qui se démarquent. Donc, comment on fait ça, en fait? C'est que globalement, l'idée, c'est de pouvoir apprendre des meilleurs éléments et des moins bons aussi, ou des moyens de ton organisation. Et globalement, tu vas mettre le curseur ensuite sur créer un profil apprenant. Le profil apprenant, il se fait de 2 manières. Soit tu sais exactement ce que tu veux, donc soit tu vas... là, je vous montre à l'intérieur, hein, c'est ce qu'on appelle, nous, un personi. Soit dans ton personi, tu vas créer ses compétences cognitives, son environnement idéal, voilà, très motivé par le challenge, travailler avec régularité, très organisé, etc., etc. Qu'est-ce qui est important pour moi?
je peux créer ce profil-là. Ou alors, je peux aussi apprendre des gens qui sont déjà en poste. Et donc, du coup, en fonction de la performance et de l'attitude de chacun, ou par exemple, je vais mettre 3 personnes les unes avec les autres. Je vais pouvoir faire un profil apprenant où je vais déterminer la performance et l'attitude de chacun. Et ça va, en fonction des différents retours, me créer un profil apprenant. Donc une sorte de moyenne pondérée de tous les profils de personnalité. Donc là, on est uniquement sur les soft skills objectivables. Et ensuite, ce méta-profil, quelque part, je vais pouvoir voir un petit peu comment il se traduit, voir les matchs avec les gens qui sont déjà dans l'équipe, et ensuite, je vais pouvoir placer le curseur sur un prochain recrutement. Et ensuite, à partir de ma base de données, soit je pars du personi et je le compare à des candidats potentiels, soit je pars du candidat que je compare, par exemple, à ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai comparé Alain à mes personnis que j'ai déjà entrés dans ma boîte. Et là, on voit que le profil de Alain est plutôt très calme, c'est une personne assez intuitive, très logique, très flexible, rationnelle, spontanée. Donc globalement, c'est ce type de personnalité, entre guillemets, qui a la meilleure performance dans cette équipe, dans ce type de job, dans cette boîte-là, et qui s'éclate le plus et qui a la meilleure attitude et qui est le plus aligné sur les valeurs de l'entreprise. Globalement, voilà, pratique. Aurélien, j'ai une question. Ouais. Donc, si j'avais eu, si par exemple j'ai un collaborateur qui match tellement avec le poste, mais il est dur à qualifier, c'est un profil assez atypique, je peux lui faire passer ce test-là, ou si j'ai plusieurs personnes de ce type-là qui fonctionnent très bien dans mon équipe, je peux faire passer ces tests et ça va m'aider à identifier des profils similaires pour les recruter, du coup, sans dépendre d'un CV, parce que c'est compliqué, ils ont des profils tous différents. Mais peut-être qu'ils ont des similitudes dans leurs soft skills, c'est ça? C'est ça, c'est que globalement, qu'est-ce qui dans la personnalité, qu'est-ce qui est mesurable et qu'est-ce qui est partagé avec les autres profils qui sont performants et raccord à mes valeurs, culture, attitudes dans mon entreprise. Globalement, ça, c'est un système, ce qu'on appelle un système apprenant. Donc, c'est-à-dire que tu vas partir de plusieurs modèles de personnalité et ensuite tu vas aller pondérer, tu vas rajouter de la pondération sur des données objectivables. La performance, c'est très objectivable. Il est en surperformance, il est en sous-performance par rapport à ses objectifs que lui donne son manager. Ça, c'est très objectif. Donc, du coup, ces données-là, tu les as dans un entretien annuel, normalement, tu peux les rajouter. Mais si t'as pas cette data, par exemple, ça peut être, si je me mets du côté du recruteur ou du cabinet de recrutement, ça peut être, par exemple, je sais que ce profil-là, il a passé la période d'essai. Ça, je lui ai donné, donc du coup, dans 6 mois, si cette personne, ou dans 4 mois, peu importe, il a passé cette période d'essai, du coup, je peux revenir dans mon système en disant, ça, c'est objectif. Ça veut dire que ce profil-là, potentiellement, il a une performance, il a passé la période d'essai, donc c'est un profil qui marche pour cette équipe, pour ce client. Et du coup, tu peux faire un système apprenant. Plus tu utilises la solution, plus en fait la solution, elle s'affine au fur et à mesure du temps. C'est pas juste une analyse de personnalité, c'est un système apprenant. Plus tu vas remplir la machine, plus tu vas lui donner, entre guillemets, à manger, plus elle va être complexe et complète. Et après, derrière, tu vas pouvoir placer les curseurs sur les candidats. Ok, et donc, si je rejoins la question que Nicolas nous posait, au début, on ne peut pas savoir en fait quels sont les résultats chiffrés du succès sur le recrutement sans CV, mais au fil du temps, on pourra comparer. Je peux vous les donner si vous voulez. Je peux vous les donner si vous voulez. J'avais une petite histoire. Ils se sont aperçus que les commerciaux, donc ils ont appris des commerciaux de la boîte pour recruter à l'externe. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des profils en interne qui en fait avaient des compétences ou en tout cas le potentiel pour être commercial dans la boîte. Donc du coup, ils sont allés lui demander, donc il s'appelle Greg, mais cette histoire, elle est assez dingue parce qu'on a passé un comptable commercial et en fait, en 3 mois, il a atteint les objectifs d'un junior. Parce que le mec, en fait, il connaissait la boîte, ça faisait 5 ans qu'il était dans l'entreprise, il connaissait l'équipe, il connaissait les produits, il connaissait les clients, il connaissait l'histoire de la boîte, etc. Au niveau de la culturation, c'était très très simple. Et en plus de ça, sa motivation, elle a crevé le plafond parce que quand ils sont allés voir Greg, ils lui ont dit, écoute, on pense à toi pour passer commercial. Et en fait, la personne, sa première réaction, je suis pas légitime. J'ai pas de diplôme d'école de commerce, tu vois. Et du coup, ils disent, mais c'est pas grave, viens, on essaye, tu vois. Et on propose ce poste, on t'apprend un pitch, on t'apprend à te servir du CRM des commerciaux. En plus, le directeur commercial était très content qu'il y ait un comptable qui vienne pour que les notes de frais soient nickel dans son service, tu vois. Et du coup, on essaye. Et 3 mois après, il avait fait autant de ventes qu'un commercial junior, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même des trucs à faire dans le monde, tu vois. Il y a quand même des paradigmes à changer. C'est pas parce que t'as pas de diplôme que tu peux pas faire tel ou tel job, quoi. On t'apprend un métier après. Yes, totalement. Et il y a Lise qui nous pose une question. Là, on est sur une même entreprise pour des postes différents, pour de la mobilité interne. Mais si on fait des tests de personnalité
recruter dans une même équipe. Par exemple, on a une grosse équipe de téléconseillers. Est-ce qu'on n'a pas la tendance à recruter des clones, vu qu'on les recrute sur des tests de personnalité et recruter des mêmes profils? Et ben c'est toute la logique en fait du système apprenant. Parce que en fait, si tu pars d'un profil de zéro en disant je vais faire ma liste de cours, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Effectivement, là tu vas recruter des clones. Tu vois. Mais si tu apprends des gens, plus tu auras un grand nombre de gens, et si tu analyses un grand nombre de gens, et ben en fait ça va faire une moyenne, tu vois, de tout le monde, et ça va juste remonter qu'est-ce qui fait que sur ce poste-là il y a une performance. Donc globalement, s'il y en a un qui est un peu plus introverti qu'un autre, mais qu'au final l'introversion, l'extraversion n'est pas un facteur discriminant, mais que c'est plutôt en fait l'intuition ou la capacité à prendre une décision rapidement qui est déterminant pour le succès sur ce poste-là, bah au final, que tu sois introverti ou extraverti, tu passeras la barrière. Et c'est juste, est-ce que tu es intuitif ou pas, tu vois. Donc globalement, non, tu vas pas recruter des clones si tu fais ce système apprenant. En fait, c'est la technique de, au lieu de partir sur du machine learning, tu fais du deep, c'est-à-dire que tu observes ta population et ensuite tu vois à l'intérieur de ta population, qu'est-ce qui fait le succès dans ce poste-là. Et globalement, je rajouterais une chose aussi, non, tu vas pas recruter des clones, parce que si tu fais ce travail de manière atomique, dans le sens où si tu fais ça pour chaque équipe, après derrière, on a un matching. Je sais pas si je l'ai pas montré ça, mais globalement, on a une sorte d'outil qui permet de faire un matching entre les gens. Ce qui s'appelle le type, où en gros, tout le monde est différent, et on a tous des compatibilités au travail qui sont différentes. Par exemple, si je prends plusieurs profils ici, et je vais regarder l'affinité entre les gens. Voilà, par exemple. Je vois que dans cette équipe, il y a Marine, tu vois, qui va super bien s'entendre avec le reste du groupe. Et les autres, bah, plutôt pas mal aussi, hein. On est au-dessus de 50%, voire 80%. On a des matchs à 69, à 66%, des quasi-identités, dualités. Donc, globalement, on est tous différents, mais on peut avoir des relations différentes au travail et faire partie de la même équipe. Et rappelez-vous, hein, les Billy Bean, c'est-à-dire qu'on est tous différents et on a tous un poste dans l'équipe. On peut tous équilibrer les forces et les faiblesses de chacun. Juste savoir lesquelles, quoi. Okay. Du coup, je me permets de conclure parce que je vois que le temps avance. Tu m'entends? Oui, allô? Oui, voilà, ouais. ça avait un peu bugué. Ça avait coupé. Bah, t'es à Bangkok en même temps, hein? Non, c'est ta connexion qui est orange. Ah, c'est vrai, c'est la mienne? Ah mince. Oh merde! Oh, c'est con ça! Je vais conclure genre en une phrase, je retiens que un test de personnalité, c'était un moyen d'animer une discussion et de découvrir de nouveaux talents dont on n'avait pas pensé. Et si on peut conclure sur la réponse rapide, brève à quelques questions, parce qu'il y a Lise qui me dit, voilà, Trimoji, Assess First, en une phrase, une différence, qui sont deux très bons outils que je vous aime tous les deux. Voilà, moi je voulais quelqu'un qui parle du sujet parce que je trouve que c'était important de parler de ce sujet-là, de la personnalité. Lise, ok. Et qui dit derrière, je vous aime tous les deux? Non, c'est non, toi qui le me dit ça, Louis. Ah, ok, d'accord. Okay. C'est juste... c'est les émotions en fait. Et ben en fait la différence entre les deux solutions, c'est le temps de passation de l'évaluation, le feedback aussi, vous avez vu pour ceux qui ont testé que vous avez la possibilité en tant que candidat de laisser votre feedback sur l'analyse. Donc globalement ça veut dire que je vous mets pas dans une boîte mais vous avez la possibilité d'en sortir. Et derrière aussi on a un système d'apprentissage avec une techno qui est assez récente qui permet d'aller se plugger un petit peu partout, donc dans n'importe quel ATS, et aussi de faire ce système apprenant. C'est assez innovant. Assess First, ils ont bien défriché le terrain pendant des années parce que ça fait un moment qu'ils sont là. Ils ont fait un énorme travail et franchement, chapeau David. Et en fait, on peut être complémentaires. Sur certaines boîtes, sur certains grands groupes, on est même complémentaires. Parce que globalement, avant, Assess First était sur des postes clés dans l'entreprise, entre guillemets, parce que c'est quand même des questionnaires qui sont un petit peu plus longs, qui font 35-40 minutes pour certains, si on fait des 3. Et le prix aussi. Et du coup, les gens se disaient, en fait, je vais pas faire mes techniciens avec Assess First parce que ça va me coûter trop cher, parce que ça va prendre trop de temps, etc., etc. Et globalement, nous, on a travaillé sur quelque chose qui est hyper rapide, où il n'y a pas besoin d'inscription, on peut faire de la marque blanche, on a un truc assez rapide et pas cher, et du coup derrière on a l'avis des candidats. Donc globalement, pour l'expérience candidat, on a énormément bossé dessus pour qu'on puisse leur rendre accessible pour n'importe quel type de job et n'importe quel type de qualification. C'est super comme conclusion, et il y a Chloé qui nous donne son témoignage aussi. Elle est partie en Thaïlande avec un deck de psycho, elle ressort en étant manager d'un resort. Donc comme quoi, en fait, nos études et notre parcours nous définissent pas. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de recruteurs qui nous écoutent, donc essayez
essayer de cette nouvelle approche, nouvelle, qui se démocratise, on va dire. J'ai hâte d'avoir votre retour dans 1-2 mois de ce que vous avez essayé sur en fait cette nouvelle approche sur les tests de personnalité, sur la complémentarité des profils, si vous avez trouvé ou non de nouveaux profils. Voilà. En tout cas, merci Aurélien pour cet échange. Franchement, merci Louis pour ton invitation. D'habitude, je prends plus de temps pour parler, mais là, vu que le format était court, j'ai un peu débité plein de mots à la minute. J'espère que c'était quand même intelligible et compréhensible. Merci pour l'invitation. Franchement, c'était super d'avoir ce petit créneau de parole pour parler de cette thématique qui me tient à cœur et dans laquelle je vais continuer de bosser pendant plein de temps, je pense. Je vais mettre toute mon énergie là-dessus. De toute façon, la prochaine fois, c'est pour moi. Hein. C'est moi qui t'invite sur un webinaire, hein, Louis. Hein. Tu vois, comme ça, c'est moi qui te laisse la parole et voir un podcast aussi. Ouais, carrément. Je suis hyper partant pour ça. Et où on te retrouve? Où on me retrouve sur LinkedIn, Aurélien Guillon. Vous pouvez me contacter par message privé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon, vous pouvez aussi aller sur trimoji.fr et globalement, vous demandez une démo. Vous tomberez chez quelqu'un de mon équipe ou moi. Et, ah oui, il y a aussi une chose, c'est que moi, je suis un très mauvais vendeur. Donc, globalement, on est hyper produit first. C'est-à-dire qu'on met le produit dans les mains des gens. Donc, si vous voulez tester l'outil, c'est gratuit pendant 7 jours. Vous pouvez envoyer autant de tests que vous voulez, faire autant de modèles que vous voulez. Comme ça, vous voyez si c'est pertinent pour votre activité ou pas. Et personne perd de temps et tout le monde gagne de l'argent. Voilà, moi, c'est ça que j'aime. Moi qui ai un pur produit du SaaS, ce que j'aime, c'est quand on peut y tester et on fait son avis. Chacun a des avis différents. Donc, merci à tous. Je te dis au revoir. C'était Louis. Merci beaucoup, La grosse message.